Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans un sujet à la fois fascinant et controversé, mais utile à tous, la manipulation. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on comprenne une chose essentielle, surtout pour ceux qui jouent les tartuffes offusqués partout. Manipuler ne signifie pas tromper ou nuire nécessairement. Le monde social n'est que manipulation. On cherche toujours, d'une façon ou d'une autre, à influencer les autres, rien que pour qu'ils nous perçoivent de la façon dont on veut se faire percevoir. Et donc, être capable de manipuler l'autre, c'est absolument nécessaire pour avoir une réussite sociale. Il n'y a rien de mal à manipuler. Le problème, potentiellement, c'est l'objectif que vous avez en tête lorsque vous manipulez quelqu'un. Et ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas là pour faire de la morale, je suis là pour partager mes connaissances et puis aider ceux que ça intéresse. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de comprendre les leviers psychologiques qui vont nous permettre d'influencer les comportements des autres et de créer des dynamiques favorables en fonction de nos objectifs. On va parler aussi de la séduction, mais aussi d'autres aspects de la vie pour devenir un bon manipulateur. Globalement, gardez en tête que dans un monde d'influence, où tout le monde cherche à influencer l'autre, même de façon inconsciente, la plupart du temps d'ailleurs de façon inconsciente, ne pas savoir manipuler, c'est être manipulé. Manipuler, c'est d'abord comprendre les rouages de l'esprit humain. Nietzsche disait « Celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre ». Cela s'applique à la manipulation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette compétence nécessaire pour détruire ou exploiter, mais pour avancer dans un monde où les jeux de pouvoir sont omniprésents, que ce soit au travail, dans les relations amoureuses, et même dans la plupart des interactions sociales. La manipulation, au fond, ce n'est rien de plus qu'une intelligence sociale poussée à son paroxysme. C'est l'art de lire les motivations cachées des autres, d'anticiper leurs réactions, et de placer vos pions pour obtenir ce que vous voulez. Bref, commençons. Déjà, comprenons les bases. Pour manipuler l'autre, il faut comprendre ses désirs profonds. Chaque être humain est un réseau complexe de besoins. Besoin de validation, de reconnaissance, de sécurité. Ou encore, le besoin de séduire. Si vous avez identifié ce qui anime quelqu'un, vous avez déjà un avantage stratégique considérable. La manipulation, elle repose sur deux piliers fondamentaux. La psychologie humaine et la communication stratégique. Et voici ce que cela implique. Premièrement, il faut faire preuve d'empathie stratégique. Être capable de comprendre les émotions et les pensées de l'autre, non pas pour sympathiser, mais pour anticiper ses réactions. Finalement, plaire aux autres, c'est être capable de répondre aux attentes de l'autre, ou du moins de simuler ce que l'autre personne attend de nous. Et pour cela, il faut une grande intelligence sociale, c'est-à-dire comprendre en un clin d'œil la position sociale de la personne, sa sensibilité psychologique, ses goûts, tout ça c'est de la sociologie. En réalité, il faut très bien connaître la sociologie humaine pour être un bon manipulateur. Il faut percevoir plein de petits détails dans sa manière de s'exprimer, les mots choisis, le phrasé, les vêtements, les goûts. Tout ça en dit beaucoup, au-delà de l'aspect purement psychologique dont on va parler, notamment par rapport au langage corporel, etc. Et donc il faut développer au maximum son empathie pour comprendre ce que la personne veut entendre, savoir de quoi elle a peur, quelles sont ses attentes. La manipulation, c'est avant tout une compréhension fine de l'autre. Par ailleurs, il faut faire preuve de contrôle de soi. Un manipulateur efficace est toujours maître de ses émotions. Si vous vous laissez emporter par vos propres désirs et frustrations, vous perdez votre capacité à influencer l'autre. La manipulation exige calme et patience. Et globalement, il n'y a rien de plus repoussant que les gens qui ne se contrôlent pas, puisque en général, exprimer une frustration, une colère, exprimer son stress, c'est souvent absolument contre-productif. Ça n'apporte rien dans l'objectif que vous avez. Et surtout, si c'est vous qui exprimez vos émotions de la sorte, si c'est vous qui extériorisez à ce point ces émotions, vous privez en quelque sorte l'autre de les exprimer puisque vous prenez l'espace. Vous prenez l'espace par votre colère, par votre stress, etc. Laissez plutôt les autres exprimer leurs émotions parce que l'expression des émotions dit beaucoup de la personne qui les exprime. Et ça, c'est des informations très importantes à prendre. Ensuite, vous devez créer l'illusion de choix à chaque fois. Une bonne manipulation donne toujours l'impression à l'autre qu'il agit de son propre chef. Or, c'est toujours vous qui définissez les options. Voilà, c'est des choses un petit peu d'ordre général, on va aller plus loin désormais. Mais n'oubliez pas que si vous avez des problèmes d'ordre relationnel, que ce soit au travail, que ce soit avec votre copine, avec des amis, avec la famille, peu importe, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler et pour qu'on parle de votre situation, que je vous donne un premier avis et pour voir si je peux vous aider pour améliorer vos relations qui vous posent problème. Et en général, je suis en mesure de vous aider. S'il n'y a pas une dimension pathologique, hein, j'entends par là de pathologie mentale, car évidemment, je ne suis pas médecin. Donc, quelles sont les techniques clés pour manipuler, notamment en séduction ? La séduction, c'est un terrain fertile pour la manipulation.
car elle repose sur des jeux d'émotions. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens comme d'habitude en commentaire qui vont me dire que je suis un horrible monsieur de parler de cela, mais par définition, la séduction, c'est plaire à l'autre. Et en général, on fait tout, ou au moins on fait beaucoup pour plaire à l'autre. Et à partir du moment où on conscientise que l'on veut plaire à quelqu'un, forcément, on manipule. C'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément néfaste. Donc appréhender cette question avec calme, sérénité et rationalité. Le premier élément, c'est de créer l'ascenseur émotionnel. C'est une technique extrêmement puissante, mais évidemment dangereuse pour la santé mentale de l'autre. Alors il faut l'utiliser avec finesse, perspicacité et ne pas le faire de manière excessive. Donc la manipulation émotionnelle, elle repose sur la capacité à alterner entre l'indifférence et l'attention. Un jour, vous êtes accessible et engageant, le lendemain, distant et occupé. Un jour, vous proposez une activité extraordinaire qui donne l'impression que vous êtes en train de créer un micro-monde entre vous et l'autre, et puis, un moment, vous cassez ce monde. Un moment, vous êtes extrêmement romantique, l'autre moment, vous êtes désinvolte, un peu bad boy. Un moment, vous donnez l'impression à l'autre qu'il vous possède, et puis vous mettez en scène la dépossession. Vous savez, c'est extrêmement frustrant pour quelqu'un d'avoir l'impression de disposer de quelqu'un, de posséder quelqu'un, et de sentir que cette personne qui semble lui appartenir lui échappe. Et pourquoi c'est aussi puissant en amour ? C'est parce qu'en général, que ce soit les hommes ou les femmes, on tombe amoureux de la rareté. Qu'est-ce que j'entends par rareté ? C'est qu'on tombe amoureux d'une personne qui semble incarner quelque chose de mieux que ce à quoi on a accès habituellement. Pour les hommes, ça va souvent être une femme plus belle que les femmes auxquelles ils ont accès habituellement. Pour les femmes, ça va être peut-être un homme plus haut socialement que ce à quoi elle a accès habituellement. Peut-être plus riche, peut-être plus populaire, plus intelligent ou plus créatif. Enfin, toutes ces qualités masculines qui sont attrayantes. Et donc, en créant cet ascenseur émotionnel où vous donnez beaucoup, puis vous reprenez, vous êtes très présent, puis vous vous absentez. Vous créez une tension psychologique qui pousse l'autre à chercher votre validation et votre présence. Exemple, vous passez une soirée incroyable avec elle, pleine de complicité. Le lendemain, vous êtes moins disponible, voire réservé. Et elle va se poser la question. J'ai cru que cette soirée était incroyable. Comment se fait-il que d'un coup il est froid ? Ai-je été à la hauteur ? Elle se demandera ce qui a changé et cherchera à regagner votre attention. Et c'est en faisant investir l'autre en vous que vous la rendez plus ou moins dépendante. Car une fois qu'on commence à investir en quelqu'un, que ce soit du point de vue de l'argent, du temps, de l'émotion, on a de plus en plus de mal à se retirer. C'est un petit peu la logique où quand vous attendez quelqu'un pour un rendez-vous et que cette personne est en retard, vous vous dites dans 15 minutes, si elle n'est pas là, je pars. Mais au bout de 15 minutes, vous avez déjà attendu 15 minutes, vous avez investi 15 minutes, vous vous dites, bon, j'ai déjà investi 15 minutes, ça vaut le coup d'attendre encore 5 minutes. Et puis au bout des 5 prochaines minutes, ça fait déjà 20 minutes, vous vous dites, bon, ça fait quand même 20 minutes, je peux attendre 30 minutes. Et vous rentrez dans ce système de frustration qui fait que vous n'abandonnez plus. Ah voilà, c'est un petit peu la même logique. Et donc il faut théâtraliser sa rareté pour en faire un outil de valeur. Les êtres humains, ils valorisent ce qui est rare. On le voit bien dans la logique économique. Dès qu'un objet est rare, même si sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire son utilité, n'a pas de valeur, s'il est rare, il devient extrêmement cher. Et les gens le convoitent. Vous savez cette sensation quand par exemple, je ne sais pas, par exemple si vous avez convoité une montre pendant des années, que vous avez économisé pendant des années, que cette montre en plus n'était pas vraiment disponible sur le marché, le jour où vous l'obtenez, vous ressentez un plaisir extrêmement fort. Et la lassitude qui est vouée à apparaître avec n'importe quel objet mettra beaucoup plus de temps à apparaître avec un objet pour lequel vous avez fait tant d'efforts. C'est exactement pareil dans la logique humaine. Et donc il faut être moins accessible, plus mystérieux. Parler de sa vie de façon captivante mais évasive. Parler de choses assez uniques, assez grandioses, mais toujours de façon assez générale. En laissant toujours un peu de mystère, en poussant l'autre à devoir s'engager d'un point de vue émotionnel pour en savoir plus. Par exemple, si on vous demande ce que vous faites ce week-end, vous pouvez répondre quelque chose d'incroyable, mais on en parlera une autre fois car j'ai peur que ça te choque. Vous voyez ? Vous dites ça avec humour, mais... Voilà. Utilisez également la validation intermittente. Complimentez la personne, mais jamais systématiquement. Chaque compliment, il doit être subtil, personnel, bien placé, et entrecoupé de petites provocations. Vous voyez ? Faut pas hésiter d'ailleurs à parler de petits défauts, du moment que ces défauts ne sont pas blessants, vous voyez ? Par exemple, si vous n'aimez pas les tatouages, vous le faites savoir. Par exemple, vous lui dites qu'elle est très belle, qu'est-ce que c'est dommage qu'elle ait de tels tatouages ? Ou si vous pouvez complimenter par exemple son intelligence en disant « c'est incroyable les idées intéressantes que tu as quand tu veux. Dommage que tu ne le veuilles pas souvent. » Vous voyez ? C'est l'idée de valoriser en défiant. Par ailleurs, utilisez le miroir psychologique. Adoptez subtilement ces expressions, ces attitudes ou ces centres d'intérêt. Les gens sont inconsciemment attirés par ceux
qu'il leur ressemble. Cela crée un lien presque instantané. Et en même temps, il faut garder sa personnalité, jamais se travestir. Il n'y a rien de plus repoussant que les gens qui s'adaptent aux autres par besoin de validation. Les philosophes stoïciens, ils enseignaient l'importance de cultiver l'ambiguïté dans les propos, pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure. Sénèque disait « La vie n'est jamais achevée, toujours en devenir ». Appliquez ce principe dans vos interactions. Ne soyez jamais totalement acquis ou totalement absent. Soyez dans la mesure. Efforcez-vous de créer des tensions psychologiques qui poussent à chercher la validation. Mais voyons la manipulation au-delà de la séduction. La manipulation, elle ne s'arrête pas aux relations amoureuses, n'est-ce pas? C'est un outil puissant dans le travail, les amitiés et même les relations familiales. Dans ce cadre, il faut maîtriser le storytelling. Les histoires captivent l'esprit humain. Si vous voulez influencer quelqu'un, racontez une histoire qui soutient subtilement votre objectif. Je donne un exemple bateau, qui n'est pas très captivant, mais c'est un petit peu de l'improvisation cette vidéo. Mais par exemple, dans un cadre professionnel, au lieu de demander une augmentation directement, racontez comment un ancien collègue a vu ses efforts récompensés par une promotion. Et ensuite, vous insinuez que vous méritez la même chose. Utilisez la règle de la réciprocité. Les gens, ils ont tendance à vouloir rendre ce qu'ils reçoivent. C'est un système anthropologique décrit dans énormément de livres sérieux d'anthropologie qui parlent du fait que c'est une loi humaine des plus anciennes qui s'appelle le don et contre-don. Quand on reçoit quelque chose, on a tendance à rendre en échange. C'est la plus vieille loi relationnelle dans toutes les sociétés humaines, dans l'histoire, qui permettent aux sociétés d'être fonctionnelles. Et donc offrez quelque chose, une information, un compliment, une petite aide, quelque chose qui a de la valeur, sans trop en faire, avant de demander quoi que ce soit en retour. Et créer des dynamiques de dépendance. En étant la personne qui répond à un besoin particulier, vous devenez indispensable. Cela peut être émotionnel, professionnel ou même matériel. Soyez celui qui dispose de ressources précises et qui les donne avec parcimonie. Par ailleurs, n'oubliez pas le pouvoir du silence. Les mots sont des outils puissants, mais le silence l'est souvent davantage. Il n'y a rien de pire que de vouloir combler le vide par le vide, c'est-à-dire par des conversations qui n'ont pas de valeur, par des mots qui n'ont pas de valeur, par des pensées qui n'en sont point. Une pause bien placée peut provoquer des réflexions, des doutes, et même de la fascination. Mais surtout, vous allez percevoir le niveau de confiance en soi de la personne face au silence. Vous savez, j'ai lu il y a quelque temps une histoire du silence, c'est assez passionnant. Quand on y pense, il y a 300 ans par exemple, les gens vivaient sans bruit, ils vivaient dans le silence. Il n'y avait pas de voiture dans les rues, pas de radio, pas de musique, pas de télévision évidemment, pas de téléphone, et souvent les gens vivaient beaucoup plus espacés qu'aujourd'hui, et donc les gens vivaient dans le silence. Et comme le silence s'est évaporé de nos jours. En fait, c'est très rare d'être dans le silence. Il y a au moins la radio, la télévision, les voitures, etc. Que le silence devient une sagesse lourde à porter pour la plupart d'entre nous. Les gens se sentent mal face au silence. Il est lourd pour eux d'accepter le silence. Et il est très intéressant de voir la puissance personnelle d'une personne pour supporter ce silence. En général, ce sont les gens qui ont beaucoup de confiance en eux, qui sont capables d'assumer ce silence sans s'en inquiéter face à l'autre. Et encore une fois, utiliser la validation intermittente. C'est toujours cette technique dont je parle que les psychologues associent au renforcement intermittent. Une récompense aléatoire est bien plus addictive qu'une récompense constante. Appliquez cela dans vos interactions. Parlons maintenant du charisme, pour être celui qu'on ne peut ignorer. Déjà, par rapport au charisme, comme je le dis toujours, il faut garder en tête que le charisme est situationnel. Il y a des contextes dans lequel, avec certaines personnes, on va incarner un charisme. Et dans d'autres situations, on sera un petit peu le loser de la situation. Comme je le dis toujours, un moche sans le moindre charisme qui sauverait le monde à lui tout seul demain deviendrait tout de suite extrêmement charismatique. Globalement, regardez les personnalités connues, par exemple les présidents dans le monde. Ils ne sont pas spécialement beaux. Si demain, on les met à travailler au McDonald's, ils n'auraient plus aucun charisme. C'est leur accomplissement et leur puissance dans une situation donnée qui les rend charismatiques. Mais globalement, manipuler son charisme, c'est comme jouer aux échecs sans reine. Vous devez devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Pour cela, il faut prendre de l'espace, avoir une certaine importance ou incarner une importance. Le charisme, donc, ce n'est pas seulement l'apparence ou l'éloquence, c'est une présence. Machiavel écrivait « Il est préférable d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux ». Globalement, il est préférable d'être admiré que d'être simplement désiré. Comment cultiver son charisme? Par l'assurance totale. Ne doutez jamais de vos actions en public. Votre confiance est contagieuse. L'humour provocateur. Une remarque bien placée peut désemparer n'importe quelle défense. L'imprévisibilité. Alterner chaleur et distance. Une fois proche, une fois inatteignable, cela captive. Parlons maintenant des limites et des risques. La manipulation, bien que puissante,
elle n'est pas sans risque évidemment. Elle doit être utilisée avec discernement et, je l'espère, dans un cadre éthique. Comme je l'ai dit, les techniques dont je vous parle, si elles sont utilisées de manière excessive, soit vous allez passer pour un connard, soit vous allez créer des relations toxiques, notamment par l'effet boomerang. Si l'autre découvre qu'il est manipulé, la relation peut se détériorer rapidement. Manipuler, ce n'est pas mentir, c'est guider. Si vous mentez de manière flagrante, vous perdez toute crédibilité. Par ailleurs, la manipulation subtile, elle est efficace lorsqu'elle reste alignée avec votre personnalité. Il faut toujours être crédible. Si vous jouez un rôle totalement artificiel, cela devient insoutenable sur le long terme. Il faut donc éviter les excès. La manipulation constante peut fatiguer et aliéner les autres. Utilisez-la comme un outil stratégique, pas comme une manière de vivre. Soyez dans l'équilibre. Bref, pour devenir un manipulateur efficace, c'est avant tout devenir un fin observateur des dynamiques humaines. Cela exige de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, sociale et de la subtilité. Que ce soit pour séduire, gravir les échelons professionnels ou simplement influencer positivement votre entourage, maîtriser l'art de la manipulation. C'est une compétence essentielle dans un monde où tout le monde joue un jeu. N'oubliez pas que toute vie sociale n'est que théâtre. On se théâtralise. Personne ne se comporte de la même manière en slip dans sa chambre qu'une fois qu'il sort de chez lui. Il faut conscientiser que tout n'est que théâtre et que l'authenticité rime avec intimité. Mais dans la vie sociale, il y a très peu de gens avec qui nous sommes en intimité. Souvenez-vous cependant, manipuler ce n'est pas exploiter. C'est comprendre les règles non dites du jeu social et les utiliser à votre avantage. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, abonnez-vous, commentez, partagez. C'est la meilleure manière de me soutenir. Si vous avez des problèmes d'ordre relationnel, évidemment, appelez-moi. Je suis là pour vous écouter, mais surtout, contrairement aux psychologues, vous aider et vous faire comprendre les choses. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.